forêt de bord de cours d'eau, ça peut s'appeler éripicile, forêt alluviale, il y a plusieurs noms. Mais dans tous les cas, ça renvoie toujours à la même chose. C'est une végétation forestière en bord de cours d'eau et qu'on va délimiter dans les deux sens. C'est-à-dire c'est à la fois la végétation qui influence la rivière en faisant de l'ombre, etc. Et puis c'est aussi la végétation qui va être influencée par la rivière quand elle déborde. Donc parfois ça peut être juste 5-6 mètres, puis parfois ça peut être 50-100 mètres. Si la rivière a une capacité à occuper, à inonder tout un fond de vallée, ça peut être parfois beaucoup plus large. Le rôle de séripicile aussi, là on le voit bien, c'est un rôle lié à la protection de la rivière. Ça va par exemple faire de l'ombre, donc ça va éviter que l'eau elle s'échauffe en été. S'il y a une large bande de forêt, ça va aussi protéger la rivière des activités qu'il peut y avoir à l'extérieur, par exemple des zones avec des pollutions, etc. Ça va contribuer à ce rôle de filtre. Donc ça protège la rivière. Ça peut aussi protéger un peu les gens parce qu'en période de crue, l'eau elle va déborder, elle va venir occuper ici et toute l'eau qui est stockée ici, elle n'inonde pas à l'aval. Donc ça c'est intéressant. C'est aussi vraiment quelque chose en termes de biodiversité. On le voit sur un petit mètre carré, on a beaucoup d'espèces parce qu'il y a beaucoup de strates, beaucoup d'espèces parce qu'il y a de la lumière qui rentre, beaucoup d'espèces parce que c'est riche en humidité. Quand cette végétation arborée elle tombe dans la rivière, elle fait des dépôts de bois. Alors ces dépôts de bois, ça fait rentrer de la matière organique, c'est un peu le carburant de la rivière. Ça fait des caches. Je cherche en fait le bois pour pêcher. Toutes les racines, tous les pieds d'arbres, tous les arbres morts. C'est là où les poissons, ils ont l'abri. Et puis en plus de ça, il y a la nourriture sur ce bois-là. Il y a les larves de trichoptères notamment, il y a des larves d'éphémères aussi. Là par exemple, il y a un petit bout de bois mort. Hein, donc, je suis sûr que dès qu'on soulève dessous, hein, délicatement, on va trouver un peu de vie, quoi. Il y a plein de petites larves plates là, ici, là, qui bougent là. Là, il y en a une autre là qui est cachée là. Il y a un hydropsyché là. Regardez un trichoptère sans fourreau qui est là. Hop, je vais le montrer. Voilà. C'est incroyable, tous ces trichoptères là. Là, on a du trichoptère sans fourreau, hydropsyché. Là, on a du avec fourreau. Il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres choses. Hein. Et en fait, ces insectes là qui éclosent le soir. Après, il y a les chauves-souris qui vont arriver manger ces insectes là qui ont éclos. Il y a les oiseaux l'après-midi. Il y a un tas d'animaux. C'est une manne nourricière fondamentale pour une rivière en bonne santé. Par exemple, ce matin, sur le Léguerre, on a pêché un cours d'eau où il y avait un arbre en travers et on a vu que sous le tronc d'arbre, ça avait un petit peu surcreusé et c'est là qu'on a trouvé le maximum de truites d'une certaine taille. Les poissons, ils ont besoin d'hétérogénéité pour qu'il y ait une grande diversité. Il y a besoin d'hétérogénéité d'habitat et le bois mort, des souches, etc., sont des habitats favorables. Ça veut dire qu'en termes de gestion, il ne faut pas enlever tout le bois mort parce qu'on homogénéise le cours d'eau et on perd et certains habitats pour les truites et pour la biodiversité. Le rôle primordial joué par la végétation ligneuse des fonds de vallée doit inciter les gestionnaires des cours d'eau à se poser certaines questions. Faut-il intervenir ? Et si oui, de quelle manière ? Nous allons aborder 5 exemples de situations fréquemment rencontrées. Si on regarde ce tronc-là, déjà il est bien ancré là sur la berge, on voit, il y a encore son système racinaire. Ensuite, quand on regarde aussi un peu plus dans le détail, on voit que sur l'ancienne partie du houppier, là, les branches, il y a des trous, les champignons, les insectes, ça commence à attaquer le bois. Et donc il y a vraiment des chances dans ce cas-là là, que les branches elles partent les unes après les autres. On en a une petite qui est déjà à moitié morte, il y en a probablement une ou deux autres qui vont tomber. Et donc il y a des chances que le tronc il se désagrège petit à petit là, et que la partie ici elle reste ancrée. Et donc là peut-être qu'on ne va pas intervenir finalement parce que les enjeux ne sont pas si forts, parce que le risque n'est pas si important. Et donc là, vaut mieux laisser en l'état, quoi. Donc ici, on est sur une prairie, en aval immédiat d'un moulin. Et le propriétaire m'a contacté, il était inquiet parce qu'il y a un arbre justement qui est tombé dans le cours d'eau
juste en dessous de sa propriété et il s'inquiétait à savoir si le niveau d'eau allait monter l'hiver et pourquoi pas ennoyer la prairie plus le bief de son moulin. Donc là on peut remarquer qu'il y a du bois qui est tombé dans l'eau, c'est un arbre, un chêne. Il est entièrement dans la rivière donc c'est un peu gênant. Pour l'usage et pour les risques inondation par rapport aux propriétaires, là on décide plutôt d'enlever l'arbre. Donc on va enlever surtout la partie droite, la partie qui touche au niveau de la prairie. Et si le tronc est bien stable de l'autre côté en rive, on peut couper le tronc à 1/3 dans la rivière par exemple, et ça pourra rester sur place et créer des habitats préférentiels et diversifier les écoulements sur ce cours d'eau. L'idée là, c'est plutôt de se poser la question sur chaque arbre. Est-ce qu'il dérange? Quelle est la problématique? Quel est l'enjeu du secteur sur lequel on se trouve? Et si on décide d'intervenir, c'est vraiment très, très ponctuellement pour ne pas perturber tout le milieu que cet arbre en tombant dans la rivière a créé, quoi. Donc là, on arrive sur un arbre en travers. Il y a le tronc, il n'y a pas de branche. Et il est complètement en travers. Et en dessous, on voit la rivière a travaillé. Elle a créé une fosse sous le tronc. Là. Bah, il y avait des truitelles là d'ailleurs, qui sont réfugiées en dessous. Je ne sais pas s'il n'y a pas une ancienne frayère de saumon là, de cet hiver. Et quand on s'approche du tronc, alors là, on parle de renards, de faune de la forêt qui passe. Mais en fait, elle est remplie de fourmis, la fourmi des bois, la Formicarifa. Et c'est carrément une piste en fait. La fourmilière doit être assez proche et donc elle passe d'une berge à l'autre. Donc sans ce tronc-là, qui est sur la rivière et qui pose aucun problème, elles auraient à moins de territoire de recherche de nourriture. On voit bien que le système racinaire est resté en rive gauche et le tronc repose sur la rive droite. Il n'y a aucune branche en dessous qui obstrue le passage de l'eau, qui crée un espèce de peigne, comme on appelle ça. Un peigne, ça retient toutes les matières, tous les branchages, les déchets qui passent. Là, l'eau peut passer en dessous facilement. En cas de crue, elle peut aussi passer par au-dessus. Il n'y a vraiment aucune gêne ici au niveau hydraulique. On est dans un espace boisé, il y a une prairie inondable à côté. Donc cet arbre-là, il est super intéressant pour le cours d'eau. Et c'est quelque chose que je préfère conserver en rivière. C'est assez intéressant. Justement, quand le niveau de l'eau monte, la vitesse va creuser en dessous et déplacer les graviers. Et ça va recréer d'autres formes d'habitat pour les insectes, les invertébrés aquatiques et la vie du cours d'eau en général. On va peut-être décider de le pencher sur le côté avec un angle de 30% minimum et l'ancrer, pourquoi pas avec une chaîne en berge pour qu'il reste stable à cet endroit-là. Peut-être mettre des pieux, des chaînes et puis c'est des systèmes qu'on va mettre en place de plus en plus, je pense, pour conserver du bois mort aussi dans les rivières, quoi. On peut penser qu'il y a quelques années, on aurait voulu faire propre. En tout cas, il y aurait une pression sociale pour faire propre et pour couper ça. Aujourd'hui, on est vraiment sur la dynamique inverse, c'est-à-dire que le premier réflexe, c'est finalement, c'est de rien faire. Et que si jamais il y avait une demande, là, on étudierait les choses de manière un peu raisonnée. C'est quoi la gêne? Là, en l'occurrence, honnêtement, pas grand-chose. Il y a le passage à côté pour les kayaks. Il n'y a pas de grosses branches, il n'y a pas de pont en aval. Donc là, il n'y a aucun doute possible. Ça a vocation à rester là, à créer de l'habitat pour la faune et à venir enrichir la biodiversité du cours d'eau. Donc là, sur des bois comme ça, on dirait qu'il est cassé, mais en fait, il est bien en vie. Il y a encore les branches qui partent tranquillement vers chercher la lumière vers le haut. Il diversifie le milieu. Et il y a même une frayère de saumon potentielle là, qui est calée contre le bois. Donc celui-là, il pose vraiment pas de problème. Il n'y a rien à faire. Donc il faut absolument le garder, quoi. Sous cet arbre-là, on va trouver peut-être des verrons, on va trouver des larves, on va trouver de la vie qui va donc faire en sorte que ça va alimenter en fait la chaîne alimentaire de la rivière. On voit bien, c'est pas dans le courant, ça gêne rien. Même
Je pense aux canoïstes qui utilisent la rivière, qui sont aussi utilisateurs de cette rivière. Ça ne gêne pas. Ça ne gêne personne en fait. Et ça ne fait qu'améliorer la vie de la rivière. Lorsqu'on est confronté par exemple à cette situation, c'est-à-dire une branche qui s'est cassée, mais qui s'est alignée le long de la berge dans le sens du courant, on ne touche pas. Pour quelle raison? Derrière cette branche, il va y avoir une accumulation de débris et ça va être une cache pour les poissons. Les propriétaires, des fois, nous demandent il faut gérer la rivière, il faut entretenir. Et quand ils entretiennent, souvent, ils enlèvent tout. Ils font des coupes assez drastiques. Et même la végétation des rives qu'on peut voir sur les côtés, ils essayent de faire propre. Et aujourd'hui, ce n'est pas le but recherché, notamment sur des endroits comme ça, qui sont plutôt naturels, où il n'y a pas de risque pour les biens et les personnes. Et les usages sont très limités. Donc, c'est plutôt intéressant aujourd'hui de conserver du bois qui participe à diversifier les écoulements de l'eau et à améliorer la qualité des habitats et la qualité de l'eau. Ce qui peut gêner un peu pour le loisir pêche, notamment la pêche à la mouche ou la pêche au lancer, éventuellement, on peut couper un peu d'arbres, on peut couper des branches, on peut couper du bois vivant, je dirais. Mais je suis partisan, moi, de laisser systématiquement les bois morts dans l'eau. Alors évidemment, sur des gros poissons comme le saumon peut se mettre dedans, on perd son poisson. Mais il faut choisir, soit une rivière qui produit du vivant, ou soit une rivière qui en produit moins. Les branches qui pourraient empêcher le lancer, on les coupe à l'aide d'une scie arboricole, mais on s'arrête là, quoi, à la mesure où on va garder les autres branches qui ne gênent en rien cette pêche. Et en plus, elle favorise un ombrage qui est essentiel pour cette partie de courant plutôt calme. On est dans une parcelle qui est intéressante en fait, en lien avec le travail qu'on fait sur le renouvellement du label, parce qu'on a repéré en fait cette vieille peupleraie, cette peupleraie en tout cas qui n'a pas fonctionné, parce que les peupliers sont tombés malades. Et c'est vrai que c'est pas l'idéal de toute façon en fait, comme type d'essence en bordure de cours d'eau. On a des peupliers qui tombent dans la rivière, ça pose d'autres difficultés. Donc là, l'idée du travail qu'on va faire avec le propriétaire, ce qu'on envisage, c'est d'exploiter en fait ces peupliers et de les remplacer en fait par des essences plus adaptées en fait, et d'aider la nature en fait à régénérer le boisement rivulaire, on va dire, avec des essences plus adaptées. Donc de l'aulne, du saule, du frêne, par exemple du chêne. Donc ici, on avait une plantation de résineux et de peupliers mêlés parce que trop humide et du coup inintéressante productivement, inintéressante écologiquement aussi puisque très sombre. Et du coup quand les collectivités ont racheté, on a choisi de restaurer en recherchant la mosaïque d'habitat. Donc en privilégiant la conservation et la restauration de la ripisylve historique et la restauration d'une prairie de fauche en gardant effectivement des îlots de ripisylve historique là où c'était pas planté, avec du coup le développement en libre évolution, j'ai envie de dire, de la saulée. On a tendance à entendre des fois que c'est la fermeture du milieu avec les saules qui sont une menace pour la biodiversité. Alors la mosaïque est super importante, mais cette colonisation par le saule, elle est naturelle et très favorable à une biodiversité locale. Je préfère qu'on fasse des passages pêcheurs en berge, donc ouvrir des portes dans les chablis, plutôt que tout dégager de ce qu'il y a dans le cours d'eau. Les ronciers, quelquefois, ils font 5 mètres de large, donc pas d'accès à la rivière. Donc ce que l'on fait, on débroussaille sur une largeur à peu près de 2 mètres pour favoriser le passage des pêcheurs. Et après, nous faisons des plantations, notamment du saule. Il faut qu'il y ait une couverture végétale de façon à limiter la progression des ronciers. La seule gestion qu'on a, effectivement, elle est légère, cette gestion, c'est de s'assurer que les jeunes plants poussent à travers le roncier. Mais l'idée, c'est que si on dégage trop les plants finalement des ronciers, c'est les chevreuils qui vont venir s'en occuper. Donc les ronciers font une excellente protection.
Les arbres montants en fait, et l'ombre arrivant, les ronciers vont se calmer. En fait, hein. On peut penser que dans 10 ans ici, il y a des arbres beaucoup plus importants, plus d'ombre, beaucoup moins de ronciers, et une ripisylve qui va se structurer au fil des années. Alors là, on arrive dans un endroit qui est parlant. À gauche, on a un champ. Et à droite, on a un bois. C'est-à-dire, on a une forêt à droite. Là, la berge, en même pas 10 ans, elle a pris 2 mètres ou 2,50 m de largeur en plus. Voilà, cette rivière-là, moi, je la connaissais, c'était là. Il n'y a pas longtemps. Donc, mais ça, si c'était planté en arbre, ça, s'il y avait une ripisylve vivante, là, ça n'arriverait pas, ça. Parce que les racines tiendraient tout ça. Le champ pourrait très bien être pratiqué à l'élevage, à la culture. Le problème n'est pas là. Et en attendant, cette berge-là, elle n'est tenue par rien du tout. Aujourd'hui, on a des niveaux d'eau violents qui arrivent d'un coup. On n'a plus des crues lentes. Là, la rivière arrive pleine bille et elle rase tout ça. On est sur une partie là, prairie avec du pâturage au bord du cours d'eau, où on a tout intérêt en fait à voir avec l'exploitant pour reculer le fil de clôture et limiter en fait ce pâturage, permettre à la végétation régulière de s'exprimer, retrouver du ligneux et de l'ombrage. Donc là, on voit qu'on a un gain possible par rapport à la situation actuelle. Ce qui est important à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus gérer des rivières comme il y a 50 ans, avec le réchauffement climatique. Il suffit de comprendre que mettre une casserole d'eau au soleil, c'est pas pareil que de la mettre à l'ombre. Il faut des rivières ombragées. Donc en gros, avant d'agir, la première chose, c'est probablement de réfléchir, faire un peu le bilan de qu'est-ce que ça apporte, des impacts négatifs. Ensuite, il y a aussi la question de peut-être qu'on ne va pas intervenir partout. Il n'y a pas de règles systématiques, je crois qu'il faut s'adapter à chaque terrain, à chaque régime hydrique du cours d'eau, etc., aux populations qu'il y a en place. Et c'est une réflexion qui est locale et qui est un petit peu au cas par cas. Pour la truite, s'il n'y a pas d'habitat, il n'y a pas de poisson. Donc voilà. On n'est pas là pour faire du nettoyage complet. C'est important d'arriver, de regarder un peu l'espace, où est-ce qu'on est, quel usage il va pouvoir y avoir sur la rivière, et de travailler en fonction de tout ça. Ouais. Puis les bois morts, ça produit de l'insecte, ça produit de la nourriture en quantité. Et ça, c'est gratuit.